Et bonjour à toutes et tous pour cette matinale du comité CSE de l'Ordre de Paris Île-de-France. Vous êtes nombreux à être inscrits. Là, je vois que vous arrivez progressivement. On avait prévu 9 heures, donc on va démarrer parce qu'on a bien donné une prime à ceux qui sont ponctuels. Donc on va démarrer sur cette thématique qui est la contribution de l'expert comptable aux procédures indispensables au bon fonctionnement du CSE. Juste pour votre information, sur votre écran en haut à droite, vous avez normalement un petit pavé avec notamment une ligne qui s'appelle questions. Donc vous pouvez, pendant toute la durée du webinaire, euh, poser des questions par écrit et on essaiera d'y répondre. De toute façon, nos participants n'ont qu'un seul joker, ils peuvent l'utiliser, mais ils doivent répondre à toutes les questions, ils s'y sont engagés, on va voir. Donc plus sérieusement, on va démarrer. Et donc, merci d'être présent et ponctuel. Je vois que ça monte encore en termes de participants, donc j'ai un peu fait traîner cette introduction, mais on démarre. Donc, le thème, vous l'avez bien choisi, hein, qui est une contribution d'experts comptables aux procédures indispensables au bon fonctionnement du CSE. Vous le savez certainement, à l'Ordre de Paris, comme d'ailleurs au niveau national, il existe des comités techniques qui traitent de sujets pour lesquels la profession s'investit. Ces comités sont composés de confrères et consoeurs qui ont une compétence, une connaissance de ces sujets et qui essaient d'apporter un plus aux autres confrères par des écrits, de la communication verbale, écrite, tout ce que l'on veut, des études qui sont publiées ou qui sont diffusées. Donc, dans ce cadre-là, à l'Ordre de Paris, nous avons un comité CSE qui regroupe des confrères qui ont une pratique, une expérience de ces missions auprès des CSE, des missions que nous considérons comme importantes, presque vitales au CSE, car nous sommes très engagés au niveau de la profession dans l'amélioration du dialogue social entre employeurs et salariés. Et dans ce cadre-là, depuis 1945, la loi nous permet au CSE de se accompagner par des experts comptables pour les aspects techniques. Et donc, nous intervenons dans ce cadre-là, au niveau des missions qu'un CSE peut confier à un expert comptable, notamment pour sa comptabilité, notamment pour l'accompagnement, des consultations, etc., etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On a ce matin zoomé sur une problématique, sachant que nous intervenons, pour ceux qui sont intéressés, je le dis, tous les trimestres. Donc, le prochain webinaire aura lieu dans 2-3 mois. Ensuite, ce matin, nous avons choisi ce thème qui nous paraissait extrêmement important parce qu'il recouvre beaucoup de choses qu'il faut connaître. Ou quelquefois on se pose des questions, on n'a pas de réponse, on est hésitant et on n'a pas le droit en tant qu'expert comptable d'être hésitant. Nos clients, quand ils nous consultent, ils veulent des réponses et pas des peut-être. Donc il faut être précis, les textes nous y aident et nos webinaires contribuent à cela. Et en matière, par exemple, de commission des marchés, en matière de RGPD, bref, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir pour le fonctionnement des CSE. Et ce matin, donc parmi l'équipe qui me fait l'honneur de travailler avec nous au Conseil régional, deux de nos confrères éminents qui travaillent beaucoup sur ces thématiques, certains même ne font que ça, donc connaissent très bien la matière. Nous avons donc Xavier Huot-Dupuis, hein, vous regardez, il a une chemise blanche et des lunettes. Bonjour. Voilà, il est acteur de formation, mais il fait un peu d'expertise comptable entre deux tournages. Et puis nous avons Vincent Ouzoulias, qui est Bonjour. comédien et qui aussi, c'est l'autre, hein, il ne s'est pas rasé ce matin, vous le voyez. Voilà. Donc je vais laisser intervenir, vous posez vos questions et en fin de présentation, on verra, on essaiera de répondre à vos questions. Merci. Donc, bon webinaire, je laisse la parole. Je ne sais pas qui démarre, Vincent ou Xavier. C'est moi. À vous, que j'ai. Eh ben, on y va. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je vais tout de suite commencer par vous présenter donc le sommaire. Donc on a essayé d'aborder l'ensemble des thèmes en différents points. Tout d'abord en revenant sur les textes en vigueur et rappeler les différents textes qui étaient en vigueur, sur lesquels, en notre qualité d'expert comptable, on peut s'appuyer
afin de pouvoir donner, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, les réponses aux clients. Il y a beaucoup de textes, beaucoup plus qu'à une certaine époque, et donc il ne faut pas hésiter à revenir dessus et à s'appuyer dessus. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans le cadre du fonctionnement des CSE, en revenant sur les grands principes de séparation des budgets, sur l'élaboration du budget prévisionnel, sur la problématique de la commission des marchés, des obligations RGPD, sur les définitions et les problématiques liées aux terminologies que sont ouvrant droit et ayant droit, les éléments liés au tableau des transactions significatives, les contributions volontaires en nature, et quelque chose qui peut sembler tout simple, mais qui n'est pas forcément toujours au niveau des élus que sont nos clients, les principes d'arrêté et d'approbation des comptes. Alors, au niveau des textes en vigueur, on rappelle que, au-delà de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a transposé les obligations légales des comités d'entreprise aux actuels CSE, avant l'ensemble des textes qu'on va aborder aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose obligeant les CSE à tenir une comptabilité. Je rappelle qu'il fut un temps où seul le Code du travail précisait que ces comités d'entreprise devaient tenir un rapport et présenter un rapport sur leur gestion, mais on ne parlait pas alors de comptabilité, d'éléments normés ou de choses comme ça. C'est véritablement l'ensemble des textes qu'on va vous présenter ce matin qui ont permis de légiférer clairement dessus et de donner une norme à tout ce qui est comptable et obligations comptables au niveau des CSE. Donc c'est l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui transpose toutes les obligations qui existaient sur les comités d'entreprise au niveau des CSE. Et c'est le Code du travail qui va être le texte de référence sur l'ensemble de ces éléments-là, sur les articles L2315-64 à L2315-77 du Code du travail. C'est l'ensemble de textes qui définissent quels sont les CSE qui ont telle ou telle obligation comptable. On reviendra dessus après. Et donc, ça va être véritablement pendant l'intégralité de nos missions, que ce soit de la tenue ou de la révision comptable au niveau des CSE avec qui vous allez pouvoir travailler, véritablement vos textes de référence. Donc, pour rappel, les CSE sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L123.12 du Code de commerce, sauf dérogation, et c'est ce que rappelle l'article L2315-64 du Code du travail. En plus de ces textes au niveau du Code du travail, on a différents règlements de l'autorité des normes comptables qui ont évolué au cours du temps. Donc les trois règlements sont le règlement 2021-05 du 3 septembre 2021 qui traite des comptes annuels, des moyens et des gros CSE, donc les CSE prévus par l'article L2315-64. Donc les CSE de taille moyenne, c'est les CSE qui perçoivent plus de 153 000 € de subventions cumulées, donc que ce soit la participation de l'employeur aux activités sociales et économiques ou la subvention dite AEP, donc sur le budget des attributions économiques et professionnelles. Et les gros CSE, ce sont ceux qui dépassent 2 des 3 seuils prévus par la loi, ces 3 seuils étant 50 salariés, 3,1 millions de produits et 1,5 million de bas de bilan. Le règlement 2021-06 du 3 septembre 2021, lui, est relatif aux documents comptables des petits CSE, donc celui qui ne rentre pas dans les critères que je vous ai donnés précédemment. Et enfin, le règlement 2021-07 du 3 septembre 2021, qui lui est relatif aux comptes consolidés des CSE et donc qui est directement relatif à l'article 2315-67 du Code du travail. Voilà pour l'ensemble des textes qui sont en vigueur, sur lesquels on va être amené à revenir très régulièrement dans le cadre de nos missions pour nous accompagner, pour accompagner les clients. Bien souvent, lors des questions et des éléments qui peuvent nous demander, un simple retour au texte se suffit, que ça soit au niveau des règlements ANC qui sont assez complets ou au niveau des éléments du Code du travail. Au niveau de la séparation des budgets, je laisse la main à Xavier. Oui, merci Vincent, bonjour à tous. Oui, notre volonté dans la présentation d'aujourd'hui, ça n'a pas été d'aborder des points trop comptables, mais plutôt des points d'organisation, comme vous pouvez le voir dans les différents thèmes que vous a présenté Vincent. Et donc, un point important, c'est la séparation des budgets. C'est même un point essentiel parce que c'est vraiment une spécificité des CSE d'avoir ce qu'on appelle 2 budgets,
ce qui se traduit comptablement par 2 comptes de résultats. Ces 2 budgets, ils sont issus des 2 subventions que perçoit le CSE. Le CSE perçoit une subvention qu'on appelle la subvention de fonctionnement, qui est pour les attributions économiques et professionnelles, donc les AEP, le premier rôle du CSE, et la deuxième subvention, c'est la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles, les ASC. On vous rappelle ici les modalités de calcul d'abord de la subvention qui concerne les AEP, puisque depuis les ordonnances de 2017, le taux qui était auparavant de 0,2 a évolué pour les entreprises, et on dit bien les entreprises de plus de 2000 salariés. Donc, point important, un périmètre qui serait découpé en plusieurs établissements et plusieurs comités d'établissement de moins de 2000 salariés, il faut bien prendre l'effectif au niveau de l'entreprise. Et même si le CSE est dans un établissement de moins de 2000 salariés, si l'entreprise a plus de 2000 salariés, le CSE bénéficie bien du taux de 0,22%. Les activités sociales et culturelles, il n'y a pas de taux légal, il n'y a toujours pas de taux légal, il n'y a jamais eu de taux légal défini dans le Code du travail. Il peut y avoir dans certaines conventions collectives des taux minimums, mais qui sont en général relativement bas. C'est un taux qui va dépendre de la négociation, des accords, et s'il n'y a ni négociation ni accord, c'est l'année précédente qui sert de base de calcul. Alors, à savoir qu'il y a eu une grosse évolution avec les ordonnances de 2017, pareil au moment du passage de CE à CSE, puisque avant, dans le texte du Code du travail, il n'y avait que cette référence aux années précédentes. Et je dis aux années, puisque c'était les 3 années précédentes. Lors du passage en CSE, les 3 années se sont réduites à 1 année, donc ce qui limite la possibilité de retour sur des années précédentes. Et ce calcul, cette base de calcul de comparaison par rapport à l'année précédente, elle ne va s'appliquer que quand il n'y a pas d'accord. Donc ça veut dire qu'un CSE qui signe un accord qui définirait un taux de subvention se prive automatiquement du recours à l'année précédente, puisque le Code du travail en fait un article supplétif sur ce point. Donc cette séparation des budgets, elle se traduit à la fois, donc on l'a vu, dans les ressources, les subventions, mais également dans les dépenses. Les dépenses doivent être séparées et gérées dans 2 comptes de résultats différents. Alors, on va tout de suite aborder le point des dépenses communes, parce qu'effectivement, il y a certaines dépenses qui ne sont pas affectables en totalité à un des 2 budgets. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les dépenses communes. Elles doivent être réparties entre les 2 budgets selon des clés de répartition. Ces clés, elles doivent être définies par le bureau, qui est l'organe de direction de gestion du CSE, et elles doivent être précisées dans l'annexe des comptes annuels. Ces clés de répartition, dans toutes clés de répartition, que ce soit dans les CSE ou ailleurs, elles n'ont pas vocation à évoluer tous les ans selon le résultat de l'exercice ou selon les différentes modalités de gestion du CSE. Elles doivent être relativement fixes. Elles doivent être basées quand même sur des modalités de calcul qui puissent être justifiées. Donc là, l'expert comptable, on le verra, va être une aide importante sur la définition de ces clés. Donc ça, c'est pour les charges communes. Les autres charges, globalement, il faut les imputer entre les 2 budgets. Et ce qui va guider le CSE et puis l'expert comptable, ce n'est pas la nature de la charge, mais sa destination. Une nature de charge, vous connaissez tous, c'est les comptes 6 qui définissent nos comptes par nature. La destination, c'est l'objet de la dépense. Il est évident qu'il y a certaines dépenses qui sont facilement imputables quand on va avoir des activités de type achat de bons cadeaux ou autres. On sait que c'est des activités sociales. Mais il y a des pratiques, où il y a des prestataires, où il y a un certain nombre d'éléments dans le passé qui ont pu faire penser que ce qu'on appelait les frais de gestion liés aux activités sociales pouvaient être imputés sur le budget de fonctionnement. Ce qui légalement n'est pas le cas. Tout ce qui est frais annexes aux activités sociales doit être imputé sur les activités sociales. Petite anecdote, il y a quelques années, on avait un prestataire qui vendait des billets de cinéma à 8 €, puis du jour au lendemain, ils ont vendu les billets de cinéma à 7 €,
Ils ont mis 1 euro de frais de gestion en disant à tous les CE, à l'époque c'était les CE, vous pouvez mettre les 1 euro sur le budget de fonctionnement. Bon, ben non. Dans la légalité, que ce soit des frais annexes ou que ce soit directement la partie versée aux salariés, c'est imputable sur les ASC. Pareil pour les frais de personnel. Même si effectivement dans la pratique, on rencontre souvent des CSE qui veulent imputer une grande partie de leurs frais de personnel sur le budget de fonctionnement, à partir du moment où le personnel il a un rôle dans la gestion des activités sociales, il doit être imputé sur les activités sociales. Bon, après, on sait que certains CSE ont du mal à utiliser leur budget de fonctionnement et veulent pouvoir imputer certaines charges dessus. Hein. Donc, ce sera là l'expert comptable qui va justement conseiller et donner des éléments sur ces clés de répartition et l'affectation de ces différentes dépenses entre les deux budgets. Mais encore une fois, soyez attentifs en tant que professionnels et prévenez vos élus et vos clients qu'il y a bon nombre de prestataires qui leur mentent en leur disant oui, oui, ça peut être sur le budget de fonctionnement. On l'a vu il y a assez récemment hein, avec le prestataire Comitéo qui a même été condamné au tribunal suite à un dol, enfin non, c'est pas une mauvaise information avant la signature d'un contrat et ils ont été condamnés et le contrat a été résilié. Donc la séparation des budgets, c'est un sujet qui n'est pas simple parce que il est lié à des pratiques antérieures qui n'étaient pas forcément conformes, à des gens extérieurs qui vont dire des bêtises au CSE, et puis à aussi des pratiques internes qui veulent que certains CSE ont du mal à consommer leur budget de fonctionnement ou le budget des AEP et vont aller essayer d'imputer des charges dessus alors que c'est les ASC. Je vais me permettre de reprendre la main, Xavier, pour juste répondre aux questions. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question qui a été posée, j'ai répondu par écrit. J'ai abordé tout à l'heure dans les seuils pour les gros CSE, le seuil de 50 salariés. Évidemment, c'est 50 salariés du CSE. C'est pas 50 salariés de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un seuil pour le coup qui sera rarement dépassé, mais ça existe. Hein. Il y en a quelques-uns dans les plus gros CSE. Et là, je vois qu'il y a d'autres questions qui concernent la partie budgétaire. Donc les dépenses sur les applications web pour gérer les ASC sont-elles comptabilisées en ASC ou en AEP? Je dirais que vous avez la réponse dans votre question. Ça va être en ASC, même si vous allez avoir beaucoup d'élus qui vont vous demander à ce que ça soit passé en AEP. C'est ce que disait Xavier. Alors après les applications web, Vincent, on peut avoir des applications qui sont purement gestion, mais souvent les applications qui sont gestion et comptabilité. Oui, voilà. Donc, on peut avoir une clé de répartition. Une clé de répartition. Voilà. Et le risque, alors ça c'est une question effectivement que beaucoup d'élus posent. Quel est le risque de ne pas respecter la séparation des budgets? Alors, dans le Code du travail, il n'y a pas de pénalité prévue. Mais le risque, c'est de l'abus de confiance. Il y a eu quelques condamnations, très rares, effectivement, mais il y a eu quelques condamnations sur des CSE qui n'avaient pas respecté cette séparation des budgets et qui ont été condamnés. Alors, ils ont été condamnés à rétablir les réserves. Donc, c'est vrai que dans la réalité, il y a excessivement peu de condamnations, mais nous, en tant que professionnels experts comptables, on doit s'assurer du bon respect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un CSE vous dit ben, « moi, je ne souhaite pas respecter la séparation des budgets parce que sinon, je vais avoir trop de réserves sur mes AEP, je ne vais pas consommer mes AEP, donc je vais imputer à 100% mes salariés sur les AEP », ce qui, entre nous, est courant. Et bien vous, en tant qu'expert, dans votre attestation, vous devez mettre une mention. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser d'attester les comptes, mais ça veut dire que vous devez mettre une observation en disant que la répartition des budgets sur la partie salaire ne respecte pas la séparation des budgets. Au minimum, mettre cette observation dans votre attestation. Après, voilà, si c'est le CSE qui décide de sa gestion, hein, on n'est pas là pour s'immiscer dans sa gestion, nous on est là pour lui donner les conseils et les informations, c'est eux qui prennent la décision au bout du compte. Pour rajouter à ce que dit Xavier, après la problématique va être aussi chez eux en interne au niveau des élus.
À partir du moment où ils ne respectent pas la législation, il y a toujours quand même un mandat qui doit se renouveler tous les 3 ans. Donc peut-être d'autres structures syndicales vont prendre en charge le fait que la législation n'était pas respectée. Et puis on rappelle que la direction, le rôle de la direction, c'est d'avoir la présidence du CSE. Donc il peut y avoir aussi des problématiques avec la direction en cas de non-respect des budgets. Je vois que Gérard le Jeune nous demande si le seuil de 50 salariés, c'est 50 salariés en équivalent temps plein. Alors, pour moi, c'est 50 en CDI. C'est-à-dire qu'il y avait eu une réponse, parce que ce seuil de 50, les 3 seuils qui sont appliqués, c'était les seuils des SARL. Il y avait eu une réponse à l'époque de la compagnie qui était 50 salariés CDI. Et je ne crois pas, de mémoire, mais il faudrait se retourner dans les réponses de la compagnie à l'époque, je ne crois pas qu'il y avait une notion d'équivalent temps plein ou pas. J'enchaîne avec tout ce qui est partie du budget prévisionnel. On a bien souvent des élus qui nous interrogent sur l'existence ou pas d'une obligation légale d'avoir un budget prévisionnel. Alors, tout d'abord, c'est vrai que le budget prévisionnel est un outil de gestion que nous, en notre qualité d'expert comptable, on ne peut que forcément préconiser à nos clients. Et c'est vrai qu'il faut fouiller un petit peu, entre guillemets, pour trouver un texte imposant l'établissement du budget prévisionnel au CSE. En fait, dans le cadre de l'article L2315-69 qui traite du rapport d'activité et de gestion, et notamment l'article D2315-38, on trouve une trace de cette obligation de réaliser les budgets prévisionnels, tout simplement parce qu'il est indiqué que le rapport de gestion doit comporter, pour l'utilisation des ressources ASC, des éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé. Donc à partir du moment où vous avez cette obligation légale d'avoir le rapport d'activité et qu'au sein de ce rapport d'activité, vous devez avoir les éléments d'analyse des écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé, par définition, vous avez une obligation légale d'avoir un budget prévisionnel. Au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans les CSE, c'est que c'est avant tout un acte politique. Alors, on va mettre des grands guillemets autour de politique, même si pour beaucoup d'élus, ça sera le terme qu'ils vont utiliser. C'est dans le cadre de ce budget prévisionnel que les élus vont décider de l'utilisation des ressources. Alors, dans le cadre des règles législatives, du règlement intérieur, mais le budget prévisionnel, c'est le prolongement des décisions politiques. Quelles activités allons-nous mener d'une personne à l'autre, d'un CSE à l'autre, d'un élu à l'autre? On peut avoir des volontés différentes de l'utilisation du budget des activités sociales et culturelles. Et même au sein des AEP, il peut y avoir des décisions qui sont complètement différentes d'un élu à l'autre, d'une organisation syndicale à l'autre ou que sais-je. Et donc, c'est dans le vote du budget prévisionnel que cet acte politique doit être véritablement validé. C'est un outil évidemment essentiel à la bonne gestion d'un CSE. Donc là, j'enfonce une porte ouverte en vous disant que un budget prévisionnel ne vaut que si il est analysé régulièrement, si les élus se contentent de faire un budget prévisionnel par an et que ils ne l'analysent pas et qu'ils n'essayent pas d'en faire un véritable tableau de bord et outil dans leur gestion. Ça va être juste une réponse à l'obligation légale pour traiter du rapport d'activité. Et dans tous les cas, le vote du budget prévisionnel à réunion plénière, c'est un préalable obligatoire pour qu'ensuite les élus du bureau puissent engager les dépenses. C'est là où on rencontre parfois certaines problématiques dans des CSE, où ça peut être houleux entre les élus, où on se retrouve devant des situations compliquées où le vote du budget prévisionnel ne passe pas, ce qui peut entraîner un certain immobilisme ensuite du CSE, parce que les élus ne peuvent pas engager les dépenses. Le budget prévisionnel, c'est une synthèse des opérations antérieures, les comptes de l'exercice précédent, les nouvelles orientations décidées, qui sont ensuite mises à côté en regard. Il s'établit pour les ASC et les AEP et il doit être présenté et approuvé en réunion plénière. Là-dessus, c'est un outil que les élus n'ont pas forcément l'habitude de mettre en œuvre ou de manière un peu trop large et sur lesquels l'expert comptable peut très largement intervenir dans son élaboration, dans sa construction.
dans une certaine pédagogie pour aider les élus à l'élaboration de ce budget prévisionnel et que ça soit véritablement un outil qui permette à la fois de répondre aux obligations légales au niveau du rapport de gestion notamment, mais aussi un véritable tableau de bord et un outil d'aide à la décision, d'aide à la gestion sur lesquels les élus pourront s'appuyer régulièrement en cours de mandat. C'est une mission qui est, à mon sens, encore trop peu utilisée chez nous, experts comptables. Véritablement les propositions d'aide et d'assistance à l'élaboration du budget prévisionnel, à son construction. On a un regard qui va être complètement extérieur et qui va très largement aider les élus sur d'autres analyses et la traduction en chiffres des orientations politiques qu'ils peuvent donner. C'est toute la difficulté que vont rencontrer les élus. Ils vont avoir des idées, ils vont avoir des orientations politiques. C'est à nous ensuite de les aider à traduire en chiffres l'ensemble de ces décisions. Par rapport à ces éléments-là, pardon, vas-y Xavier. Non, vas-y, j'avais juste rajouté une petite chose, mais je dirai après, vas-y. Par rapport à ces éléments-là, évidemment, il faut faire bien prendre conscience aux élus que c'est pas un outil uniquement pour répondre à l'obligation et que ça doit être véritablement un outil dont ils doivent s'emparer et qui doit être assez central dans leur gestion. Au-delà de ça, l'absence de budget prévisionnel, à mon sens, dénote une autre problématique essentielle qui est celle de la responsabilité des dépenses engagées. C'est-à-dire que trop souvent, on a des CSE qui ne font pas voter le budget prévisionnel, des fois qui le font mais ne le font pas voter, ou qui ne font purement et simplement pas de budget prévisionnel, et pourtant, le bureau va aller engager les dépenses alors que les dépenses n'ont pas été votées. On a, en termes de responsabilité, à mon sens, un engagement personnel des membres du bureau quand ils vont engager les dépenses. C'est-à-dire que tant que tout va bien, c'est toujours pareil, hein, tant que tout va bien, il n'y aura pas de problème. Si un jour il y a un problème, un accident ou quelque chose, leur mise en cause personnelle pourrait être engagée parce qu'ils auraient engagé des dépenses sans que ces dépenses elles soient décidées par le CSE. Il n'y aura aucune trace que ces dépenses seront été votées, sauf à faire voter chaque dépense, mais ce qui, dans ce cas-là, alourdit très largement les réunions plénières qui sont déjà chronophages et démesurées compte tenu du rassemblement des instances au sein du CSE. Donc le budget prévisionnel, c'est à la fois un outil de gestion, mais c'est aussi une autorisation d'engager les dépenses pour les membres du bureau. Sans ça, ils se retrouvent dans l'illégalité parce qu'ils ont engagé les dépenses sans qu'elles aient été votées, tout simplement. Alors, sur la commission des marchés, là, effectivement, sur la commission des marchés, on va s'intéresser aux grands ou gros CSE, hein, dont Vincent vous a rappelé les seuils. Alors, on est sur une frange, une petite frange des CSE, hein, puisqu'on estime qu'ils sont 300 à 400 sur plus de 40 000, mais c'est des très grosses structures et donc qui ont cette obligation d'avoir une commission des marchés. Ça permet aux CSE de structurer et d'améliorer leur procédure d'achat. Ça les oblige même à structurer et améliorer la procédure d'achat. La commission des marchés doit être prévue dans le règlement intérieur, puisque la loi, on va le voir après, prévoit un certain nombre de mentions à y faire figurer. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la commission des marchés, c'est une commission, et comme toute commission, hein, ce qu'elle va proposer, ça devra être validé, avalisé par le CSE en réunion plénière, que ce soit les critères ou que ce soit les procédures d'achat. Les procédures d'achat, donc qui vont s'appliquer, sachant que le choix des prestataires, lui, reste toujours à la décision des élus comme auparavant. Il y a eu une grosse confusion depuis la loi de 2000, enfin la mise en place en 2015 de la commission des marchés entre le fait de mettre en place une commission des marchés et l'obligation de faire des appels d'offres. La commission des marchés et le code du travail, à aucun endroit, n'imposent à un CSE de faire des appels d'offres. Même si dans la bonne gestion, on recommande alors je préfère le terme mise en concurrence plutôt que appel d'offres, puisque la procédure est quand même pas la même, hein, il est sain de mettre en concurrence un certain nombre de demandes de prestations, notamment les activités sociales et culturelles. Il n'y a aucune obligation. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
parce qu'il y a beaucoup de CSE qui ont mis en place des commissions des marchés avec appel d'offres systématiques qui sont très lourdes à gérer. Même eux se rendent compte que c'est très compliqué. Donc nous, en tant que professionnels, on peut aussi leur dire que oui, la mise en concurrence, c'est bien, mais il faut peut-être l'alléger sur certains points. Donc, je vous disais, il y a des règles qui doivent être fixées dans le règlement intérieur. Alors, d'abord, effectivement, les missions de la commission des marchés, elles sont au nombre de 3. C'est d'abord à la mise en place, alors normalement, ça a déjà été fait depuis longtemps, puisque depuis 2015, la plupart des CSE, enfin, les gros CSE ont eu l'obligation de mettre en place une commission des marchés, c'était de proposer les critères de choix pour les prestataires. Et deuxième point, la procédure d'achat. Sachant que, je vous le disais, ces critères et cette procédure ont dû être validés en réunion plénière. Ensuite, le CSE va choisir les fournisseurs et les prestataires. Et ça, c'est le texte du Code du travail. Et on voit bien que la commission ne choisit pas les prestations. La commission ne choisit que les fournisseurs et les prestataires. Pour faire un parallèle avec la commission des marchés publics, puisque c'est un peu de ça qu'est issu ce texte, la commission des marchés publics, telle qu'elle s'applique, a 2 phases. Une phase durant laquelle un prestataire va demander un agrément. Donc, il va remplir un dossier sans répondre à une demande de prestation, mais il va remplir un dossier pour avoir un agrément dans lequel il va donner un certain nombre de documents juridiques, financiers sur son fonctionnement, sur sa taille, la capacité à remplir les missions, etc. C'est cette phase d'agrément qui est obligatoire dans les CSE. Parce que dans la commission des marchés publics, il y a une fois qu'un prestataire est agréé, après cette phase d'agrément, il peut répondre à des marchés et proposer des prestations. Cette deuxième partie n'existe pas dans les CSE, ou du moins n'est pas obligatoire. Donc, et évidemment, en fin d'année, la commission des marchés rend compte et elle a l'obligation de faire un rapport qui est présenté en même temps que le rapport d'activité et les comptes annuels. On s'assurera toujours, nous, en tant qu'experts comptables, que dans le règlement intérieur, il y ait les mentions obligatoires. Donc, sur la slide suivante, Ouais. voilà, on vous indique ces mentions. Le nombre de membres, les modalités de désignation, la durée des mandats des membres, le nombre des réunions, le président de la commission, le formalisme des procès-verbaux et du rapport annuel. Tout ça, c'est laissé à la main du CSE. La loi n'exclut ou n'impose aucun membre, c'est-à-dire que la seule chose, c'est qu'il doit y avoir 2 membres et que c'est des membres élus. Au-delà de ça, la commission des marchés peut bien être composée en partie par des membres du bureau. Il n'y a rien qui ne l'interdit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la commission des marchés, ce n'est pas un organe de gestion, c'est un organe de contrôle qui va s'assurer que les procédures mises en place sont bien appliquées. Alors, on a toujours la question sur le marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? C'est un contrat qui répond à un besoin précis. Je vous le disais, on le rappelle, hein, la mise en concurrence ou l'appel d'offres, ce n'est pas obligatoire. Et enfin, sur les critères, quels critères retenir? Eh bien, on peut, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, on ne peut pas retenir des critères de prix puisque la prestation, normalement, n'est pas présentée devant la commission des marchés. Donc, les critères, ça va être des critères objectifs sur les capacités professionnelles et techniques, voire financières du prestataire, des critères objectifs non discriminatoires. Alors, on dit prix, ça peut être de prix global, mais pas d'une prestation, la valeur technique. Et puis, ça peut être aussi des critères plus spécifiques. Quand on va aller passer devant la commission des marchés, des prestataires qui vont aller emmener des enfants en colonie, il peut y avoir des critères de sécurité, des critères d'antériorité, et puis des critères aussi qui sont liés au fait que le CSE a déjà travaillé et qu'il y a une satisfaction par rapport à la prestation rendue. Alors, ça ne sert à rien de faire trop de critères. En général, moi, je recommande d'avoir 4 ou 5 critères, d'avoir une grille qui est claire, pondérée, hein, et qui va donner une note que la commission des marchés puisse examiner de manière simple. Donc, nous, ce qu'on préconise donc dans cette commission des marchés, alors, on le préconise, mais c'est même obligatoire, hein, de proscrire le saucissonnage. Le saucissonnage, c'est-à-dire, on va prendre un marché
et on va le découper en plusieurs prestations pour éviter de passer devant la commission des marchés en ayant un seuil en dessous de 30 000 euros. Alors, il ne faut pas confondre le saucissonnage et l'appel à un même prestataire pour plusieurs prestations différentes. À titre d'exemple, dans les voyages, les CSE peuvent travailler avec un même prestataire pour plusieurs voyages. Chaque voyage est un marché. Donc, si vous avez un CSE qui travaille avec un prestataire avec un voyage à New York pour 20 000 euros en hiver et puis un voyage dans les Antilles pour également 20 000 euros en été, c'est deux prestations différentes. Le CSE n'a pas à le passer devant la commission des marchés. On est en dessous du seuil de 30 000 euros. À l'inverse, si pour un voyage à New York, il y a 5 départs qui font chacun 10 000 euros, là, c'est une seule prestation de 50 000 puisque c'est le même voyage, même s'il y a plusieurs départs, c'est le même voyage et là, il doit passer devant la commission des marchés. C'est très important aussi que la commission des marchés échange avec les commissions facultatives. C'est en général dans les plus gros CSE, les commissions facultatives qui vont proposer les activités et aller chercher les prestataires. Et puis, bien formaliser le procès verbal et le compte-rendu des décisions de la commission des marchés. Alors, un point aussi dans les questions qui nous est posé souvent, c'est pour combien de temps sont choisis les prestataires par la commission des marchés. Dans les textes, il n'y a aucune indication. Donc aujourd'hui, on a des CSE qui vont aller renouveler tous les ans, et puis on a des CSE qui vont choisir les prestataires pour la mandature. Rien ne s'y oppose. C'est à vous de proposer à vos clients de mettre en place les règles qui sont le mieux adaptées à son fonctionnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. On parle de rédaction des procédures. On sait très bien que c'est un point faible aujourd'hui de la plupart des CSE, le contrôle interne et les procédures. Donc, l'expert comptable, il va bien évidemment être indispensable à un bon fonctionnement et une bonne mise en place de la commission des marchés. Et puis, il doit être aussi le garde-fou. Je vous disais, la commission des marchés, c'est un organe de contrôle, ce n'est pas un organe de gestion. On arrive dans certains cas de gros CSE qui ont mis en place des commissions des marchés qui ont trop de pouvoir et qui deviennent un contre-pouvoir au bureau. Le bureau, il est en charge de mettre en place la gestion qui est votée par le CSE. Si dans la commission des marchés, pour des raisons politiques, on a fait rentrer d'autres organisations syndicales, on se retrouve parfois en conflit entre le bureau qui prend des décisions et la commission des marchés qui lui met des bâtons dans les roues parce que ils ne sont pas du même bord syndical et qu'on a des vrais conflits à ce niveau-là. Donc vous, en tant qu'expert comptable, vous devez aussi être le conseil sur comment bien mettre en place et comment bien faire fonctionner cette commission des marchés au sein du CSE. Alors, deux choses. J'ai vu qu'il y a une question, on l'abordera après. Pour rappel aussi, parce que parfois nos clients nous posent la question lorsque vous répondez à une consultation, non pas avec votre casquette expert comptable, mais avec votre casquette commissaire aux comptes, le marché est à prendre pour les 6 exercices que vous allez contrôler. Donc, il y a une commission des marchés, non pas si le prestataire dépasse 30 000 euros pour l'exercice, mais bien 30 000 euros pour l'ensemble des 6 exercices qui seront contrôlés. Ce qui fait que la commission des marchés, c'est rare qu'on aura dans les commissaires aux comptes, dans les CSE qui ont les obligations d'avoir des commissaires aux comptes qui vont être à moins de 5 000 euros par exercice, donc c'est quasiment obligatoire que le choix du commissaire aux comptes passe par l'intermédiaire de la commission des marchés. Alors, sur la question, la commission choisit les prestataires, mais pas les prestations. C'est un peu ce que Xavier vient de vous dire par rapport à la problématique de la commission des marchés qui bloque les décisions des élus. C'est les élus, et on l'a vu tout à l'heure, par l'intermédiaire notamment du vote du budget prévisionnel, qui choisissent l'ensemble des prestations qu'ils vont vouloir effectuer et pour lesquelles ils vont engager des dépenses. Par exemple, ils ont décidé de faire des voyages ou des colonies plutôt que de faire l'acquisition de chèques vacances. C'est ensuite à la commission des marchés de décider et de choisir les prestataires en fonction de certains critères qui devront œuvrer pour mettre en œuvre ces prestations. Donc la commission des marchés ne peut choisir les prestataires qu'à partir du moment où les élus
auparavant, et notamment via le vote du budget prévisionnel, ont choisi l'ensemble des prestations. Tu voulais rajouter des choses là-dessus, Xavier? En fait, si vous voulez, chronologiquement, on a plusieurs étapes. On a, comme vous dit Vincent, le budget qui va définir les prestations. Vous avez ensuite les commissions, et c'est pour ça on insiste sur l'échange avec les commissions facultatives. Vous avez les commissions facultatives qui vont dire, bon, pour mettre en œuvre les prestations voyage, bon, nous, on a besoin de travailler avec tel et tel et tel prestataire, même si on ne sait pas encore ce qu'on va leur demander. Ces prestataires, ils ont besoin d'être agréés par la commission des marchés. Donc, on va présenter le dossier des prestataires à la commission des marchés. Et ensuite, nous, en tant que commission voyage, on pourra faire appel ou pas. Ça, ce sera notre choix de commission voyage. Une fois que le prestataire il est validé, on pourra faire appel au prestataire pour 1, 2, 3, 4, 5 prestations. Mais on n'a pas besoin de le repasser à la commission des marchés à partir du moment où il est validé. C'est pour ça que je vous disais que la validation d'un prestataire, ça se fait pour une durée. Alors, soit c'est une année, soit c'est la mandature. C'est les deux cas qu'on voit régulièrement. Mais en général, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre dans la commission des marchés, quand elle a été mise en place en 2015, l'objectif de cette commission des marchés, c'est de pouvoir montrer que les prestataires sont choisis avec des critères objectifs. En gros, qu'on n'a pas pris un prestataire parce que c'était une personne avec qui on avait des relations personnelles ou autres, ou particulières, etc. Donc, démontrer que le prestataire il est choisi sur des critères objectifs, qui sont, encore une fois, le critère qu'on a vu tout à l'heure, on peut en imaginer plein, mais qui ne sont pas forcément le prix. Donc, moi, je sais que dans les CSE avec qui on travaille, en début d'année, on va aller valider tous les prestataires qui ont dépassé l'année précédente 30 000 euros. Et comme ça, après, les commissions des activités sociales, elles savent qu'elles ont leur liste de prestataires avec qui elles peuvent travailler, elles font des appels d'offres, mais les appels d'offres ou des mises en concurrence, mais ces appels d'offres ou ces mises en concurrence ne passent pas devant la commission des marchés. La commission des marchés a déjà validé le prestataire et donc le CSE peut travailler avec. L'expert comptable, tout à l'heure Vincent vous parlait du commissaire aux comptes, mais les experts comptables dans les gros CSE, souvent on a des missions à plus de 30 000 euros. L'expert comptable, il est choisi, donc il est passé devant la commission des marchés pour la mission sur la présentation des comptes annuels. L'expert comptable, il est validé. S'il a d'autres missions dans l'année, on ne va pas le repasser devant la commission des marchés. Il a été validé par la commission des marchés, on n'a pas besoin de le repasser à chaque fois. Alors, dans les slides sur les critères, le prix n'a plus de sens. Le prix, dans l'esprit des élus, restera toujours un critère plus ou moins essentiel. On est bien d'accord que ça ne sera pas forcément le critère essentiel qui permettront à la commission des marchés de valider ou d'invalider tel ou tel prestataire. Ça permettra d'avoir des éléments de comparaison entre tel ou tel prestataire et de pouvoir ensuite aiguiller les autres commissions, commission voyage ou autres par exemple, sur le panel des prestataires qui se situent à tel ou tel prix. Je dirais que ça va être surtout dans nos métiers où le prix va avoir un peu plus de sens. Commission des marchés sur les missions d'experts comptables ou de commissaires aux comptes, ça va rentrer un peu plus en ligne de compte que sur les spécificités des prestataires au niveau des activités sociales et culturelles. N'oubliez pas aussi qu'au niveau de la gestion des activités sociales et culturelles, les CSE peuvent être amenés aussi à gérer tout ce qui est restauration d'entreprise. Et que dans ce cadre-là, il peut y avoir une mise en place de la commission des marchés pour tout ce qui est prestataire de la cantine. Et là aussi, notamment avec tout ce qui est inflation dernièrement, le critère de prix peut avoir un impact. Donc, il a moins de sens que ce qu'on peut avoir dans d'autres cas. Mais ça reste quand même un élément que les élus vont vouloir mettre en avant, même si ce n'est pas forcément un élément rédhibitoire dans le choix ou dans le non-choix du prestataire. Alors, je dirais que c'est plus, pour compléter, là où Fabien a raison sur le fait que le prix n'a plus de sens, c'est que c'est vrai que c'est pas le prix, c'est le tarif. Justement, on va s'attacher à regarder éventuellement le tarif des différents prestataires. Après, il y aura une négociation sur le prix de la prestation, c'est autre chose. Mais effectivement, on va regarder le tarif des colonies du prestataire, voilà, sans forcément faire un choix sur le prix d'une prestation. Hop. On passe ensuite aux obligations RGPD.
on a énormément d'élus qui, lorsqu'on leur parle pour la première fois de la RGPD, qui tombent un peu de leur chaise et qui semblent découvrir que leur CSE est également une structure qui est visée par cette obligation, qui existe maintenant depuis 5 ans hein, bientôt, qui est le règlement RGPD. Donc, pour rappel, hein, c'est depuis le 25 mai 2018 que le texte concernant donc la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données, doit être appliqué par toutes les organisations publiques ou privées. Donc les CSE font clairement partie des structures qui sont visées et soumises à cette obligation RGPD. C'est d'autant plus important que les CSE disposent d'énormément de données personnelles, énormément de données relatives aux personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées directement ou indirectement. Donc là, on reprend les définitions, hein, par un numéro d'identification ou éléments qui lui sont propres. Dans la classification des données, il y a des données plus ou moins sensibles. Donc déjà, au niveau des CSE, ne serait-ce qu'on reviendra tout à l'heure sur les termes d'ayant droit et d'ouvrant droit, mais lorsque les CSE, pour désigner leurs ouvrants droit et leurs ayants droit, ils ont l'identité, ils ont les dates de naissance, ils ont bien souvent des données ultra sensibles comme la feuille d'imposition, pour pouvoir appliquer ensuite tout ce qui est quotients familiaux. Ils ont parfois les coordonnées bancaires, les adresses mail, numéro de téléphone, la composition familiale, etc., etc. On en a passé beaucoup. On aurait pu vous faire une liste à l'après-vert de toutes les données qui passent à un moment ou à un autre entre les mains des élus du CSE et qui concernent directement la réglementation sur la protection des données. Donc évidemment, le CSE est concerné. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations, nous on n'a pas eu d'éléments ou de CSE qui amènent qu'il y ait eu des contrôles, mais ça peut arriver, on est bien d'accord, et notre objectif en tant que conseil et en tant qu'expert comptable, c'est évidemment de prémunir de l'ensemble des risques le CSE et les élus. Alors, il y a 5 grands principes hein, au niveau de la RGPD, on vous les a resitués. Il y a le principe de finalité. On ne peut conserver des données personnelles que dans un but précis. Par exemple, la gestion des activités sociales et culturelles, c'est un but qui est précis, légal et légitime. Nous gérons des ASC, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir accès à certaines données au niveau des ayants droit et des ouvrants droit, et pour ça que nous conservons ces éléments. Il y a un principe de proportionnalité et de pertinence, ça veut dire que les données doivent être nécessaires au regard de l'activité et de la finalité voulue. Il n'est pas possible d'obtenir d'autres données que celles qui sont nécessaires à la réalisation des prestations. Les CSE ne peuvent pas obtenir d'autres éléments que l'ensemble des informations, le minimum légal, le nom, l'adresse, la composition familiale, etc., que ce qui est nécessaire. Il y a le principe de durée de conservation. Il n'est pas possible de conserver les données sur une durée indéfinie. La durée de conservation doit être fixée à l'avance et on vous fait un rappel, hein, la durée de conservation des données dans un CSE est fixée à 10 ans. La réglementation est claire là-dessus, c'est 10 ans. Donc, il faut que les CSE rappellent que cette durée de conservation est de 10 ans et pensent à bien supprimer l'ensemble des données au-delà de ce temps, ce qui amène une organisation qui est différente aussi de ce qu'on pouvait avoir à l'époque où on avait des CSE qui conservaient des archives pendant très longtemps. Donc, c'est à nous aussi de les conseiller là-dessus. Il y a le principe ensuite de sécurité et de confidentialité. À partir du moment où le CSE détient des données, elles ne peuvent être accessibles à autrui et seules certaines personnes autorisées peuvent y avoir accès. Donc, l'ensemble des données, comme les feuilles d'imposition qui sont classées dans un classeur, dans une armoire, accessible à tous, n'est à mon sens plus possible, ou du moins, il faut veiller à changer les règles de procédure, que l'armoire soit fermée, soit pas forcément accessible à tous. C'est souvent pas une refonte complète hein, des règles de vie et des procédures du CSE, mais surtout des points d'attention sur lesquels les élus doivent travailler pour permettre de sécuriser les données et de respecter l'ensemble de ces principes liés à la RGPD. C'est au CSE de garantir les données et il se porte garant de celles-ci, il doit assumer sa responsabilité en cas de fuite auprès de la CNIL
On verra tout à l'heure qu'ils se portent garant et que le cas aussi de la sous-traitance et des fournisseurs qui peuvent intervenir et prestataires qui peuvent intervenir au niveau du CSE, il y a des garanties à obtenir aussi. Et puis, il y a le principe de reconnaissance du droit des personnes, qui est le dernier grand principe de l'RGPD. C'est les droits à l'information, à l'accès des données et au consentement des personnes. Le salarié peut ainsi refuser de fournir ces données. Donc, il faut bien rappeler, et c'est notamment dans les CSE qui procèdent avec des plateformes web, que l'ensemble des données doivent être sécurisées et que les ayants droit peuvent ou non fournir l'ensemble de ces données. Il est rappelé, dans ce cas néanmoins, que si les données ne sont pas données, ça fait beaucoup de répétitions, j'en suis désolé, que si les données ne sont pas fournies par les salariés, ce dernier risque de ne pas pouvoir bénéficier des prestations du CSE. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des données qui sont nécessaires à la réalisation des prestations, c'est le point numéro 2 de proportionnalité et de pertinence. Donc, si vous n'avez pas ces éléments-là, évidemment, le CSE ne pourra pas servir les prestations. Mais de nouveau, on laisse le choix aux ayants droit de donner ou de ne pas donner l'ensemble des éléments qui sont réclamés. Alors Vincent, on a une question par rapport au commentaire que tu as fait sur la durée de conservation de 10 ans. Oui. Puisque effectivement, Aurore Duvillard nous demande, la durée de conservation concerne les données comptables. Les données liées aux activités, par exemple, doivent être conservées uniquement le temps du délai URSSAF. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on appelle des données liées aux activités, qu'est-ce qu'on appelle des données comptables. C'est-à-dire que dans les données qui servent à la comptabilité, on a souvent effectivement des données d'activité. Tout ce qui est justificatif de prestations, tout ce qui est les factures ou les inscriptions ou les demandes de remboursement, ça fait partie des données comptables. Après, effectivement, certaines données qui ne sont pas nécessaires à la comptabilité doivent au minimum être conservées le temps du délai URSSAF. On a certains CSE qui ont dit, nous, au bout d'un an, on supprime tout. Parce qu'il y a le RGPD, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le RGPD n'est pas plus fort que certaines autres obligations, comme le fait de pouvoir justifier auprès de l'URSSAF des activités. Hein. Et effectivement, le délai d'URSSAF, il est de 3 ans au minimum. Au niveau des obligations RGPD, il nous semble fortement recommandé que dans les grands CSE, il y ait la nomination d'un DPD, c'est-à-dire le délégué à la protection des données. Selon nous, on peut se limiter à la nomination d'un correspondant RGPD dans les autres CSE, afin qu'il y ait quelqu'un qui soit quand même au courant et qui puisse être le lien sur les obligations légales des CSE et qui rappelle aux uns et aux autres, aux élus et ou aux salariés du CSE, les différentes obligations. Alors, le délégué à la protection des données, il sert à quoi? Il sert à informer, encadrer et conseiller les personnes en charge du traitement des données. C'est le point, à mon avis, qui est essentiel. C'est véritablement le maillon central du fonctionnement RGPD sur le CSE et sur l'ensemble de ses activités. C'est lui qui va s'assurer du respect du RGPD, mais il ne va pas s'en assurer tout seul. Il va s'en assurer en ayant la pédagogie et la connaissance nécessaires pour informer l'ensemble des autres élus. Et c'est là où nous, experts comptables, on peut intervenir. C'est là où nous, de par nos connaissances, à la fois du CSE, de la réglementation et de nos habitudes en termes de ce qui est mis en place de procédures ou de règles de vie. Quand vous dites à un élu procédure, souvent ça leur fait un peu peur. Moi, je considère qu'il vaut toujours mieux leur parler de règles de vie. C'est là où on peut véritablement les accompagner et aider justement le DPD ou le correspondant RGPD à transmettre les informations et à travailler avec l'ensemble des élus et des salariés du CSE pour mettre en place certaines choses pour respecter la RGPD. Le DPD va celui qui va correspondre avec la CNIL aussi et tenir un jour les différents registres. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le cas des sous-traitants. Il faut faire attention lorsque le traitement ou la récolte des données sont délégués à un prestataire extérieur. Le CSE doit veiller à ce que ce dernier respecte la RGPD. Donc, dans le cadre de voyages ou de différentes prestations qui sont liées aux activités sociales et culturelles, si vous avez un prestataire ou un partenaire qui récolte les données en lieu et place du CSE,
c'est au CSE de veiller à ce que la RGPD est également bien respectée chez le partenaire extérieur. On vous rappelle que c'est le cas notamment de l'expert comptable. Dans le cadre de nos missions, on a des modèles là-dessus. Il convient d'adapter nos lettres de mission en fonction de nos missions, notamment si on gère la paye, pour rappeler que nous répondons bien à la réglementation RGPD et qu'on a bien conscience qu'en récupérant les informations qui sont liées à la paye, on accède à des données qui sont sensibles et que par conséquent, on respecte nous aussi l'ensemble de la réglementation et que nous avons mis tout en œuvre un nombre de mesures permettant de répondre aux obligations RGPD. Donc ça peut être le cas de la paye, ça peut être le cas aussi de l'ensemble des éléments qu'on peut conserver dans le cadre de nos dossiers de travail. Donc l'expert comptable va véritablement accompagner le CSE sur toute l'analyse qu'il y a à faire. Parfois, des élus peuvent nous demander des audits sur le RGPD. Voilà où j'en suis, voilà où je devrais arriver et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et quels sont les dysfonctionnements que mon expert comptable a pu relever dans le cadre de sa fonction habituelle chez nous. C'est une mission pareille qui est peu développée, mais qui, je pense, est peu développée tout simplement parce que on ne pense pas avoir la pédagogie nécessaire avec nos élus pour leur rappeler que cette obligation existe, qu'il y a des risques derrière et que par conséquent, on est un partenaire privilégié pour les aider à mettre en place tout ça et à se prémunir des risques. Et pour compléter, Vincent, c'est des missions qui sont peu développées, je trouve, chez les experts comptables. Et le paradoxe, c'est que c'est du coup les avocats qui s'en sont un peu emparés et qui vendent des missions à nos clients, alors qu'ils ne connaissent absolument pas le fonctionnement du CSE et qui, eux, ils sont capables d'aller plaquer une réglementation ou des modèles tout faits et ils vendent des missions très onéreuses à nos clients. Sur le RGPD, on voit des missions de plusieurs milliers, voire des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les gros CSE. Donc, c'est très, très fréquent. Voilà. Autre sujet sur lequel on est très souvent interrogé en tant qu'expert comptable, c'est les bénéficiaires, ouvrant droit et ayant droit. Alors, si déjà on se réfère au Code du travail, le Code du travail prévoit plusieurs choses. D'abord que les ASC, c'est prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles et des stagiaires. Ça, c'est le premier point. Et dans la suite du Code du travail, plus exactement dans le non, ça a été trop vite, dans le R231235, le Code du travail précise que ces activités sont au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise. Donc, si on regarde un peu en analysant ces deux textes, on se rend compte qu'il y a deux catégories de bénéficiaires dans les CSE. Ce qu'on appelle les ouvrants droit, c'est du coup les salariés, les stagiaires ou les anciens salariés. Et puis les ayants droit, c'est leur famille. Les ouvrants droit, c'est obligatoirement tous les salariés du périmètre, quel que soit leur contrat de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important à regarder quand vous êtes expert comptable. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez un impact de risque URSSAF. Un CSE qui exclurait du bénéfice des activités un salarié donc, qui est à l'effectif ou les stagiaires, puisque juste en dessous, vous voyez, vous avez les stagiaires qui sont les ouvrants droit obligatoires, se mettrait automatiquement en position de discrimination, de faire une discrimination entre les salariés. Et donc, à partir du moment où une activité est discriminatoire, l'URSSAF considère que ça n'est plus une activité sociale et culturelle parce qu'elle ne remplit plus les critères des activités sociales et culturelles et redresse l'activité entière. Donc, ça, c'est très, très important. On a eu des cas de redressement assez énormes juste parce que le CSE versait des bons cadeaux au CDI et pas au CDD. Alors que les CDD représentaient 3 ou 4%, non, tu vas trop vite, Vincent, 3 ou 4% du périmètre. Donc ça, allez voir les ouvrants droit auxquels le CSE a ouvert le périmètre, c'est très important, sachant que tous les ouvrants droit doivent être traités de la même manière, qu'ils soient en CDI, en CDD, mais également en apprentissage et également à temps partiel. Un ouvrant droit, il n'est pas proratisé parce qu'il est à temps partiel. Et bien faire attention également à tous les cas de suspension du contrat de travail.
En cas de suspension du contrat de travail, le salarié reste aux effectifs. Alors, ce que nous disent les élus, souvent, c'est qu'ils disent, bah oui, il est aux effectifs, mais nous, il n'a plus de rémunération, donc on ne reçoit pas de subvention pour lui. Peu importe. Il est aux effectifs, il a le droit aux activités sociales et culturelles. Donc ça, c'est les ouvrants-droits obligatoires. Après, vous avez des ouvrants-droits qui sont facultatifs. C'est les anciens salariés. Les anciens salariés, on pense souvent aux retraités, mais le Code du travail ou les arrêts de jurisprudence l'ont éventuellement ouvert à simplement des anciens salariés qui n'étaient pas forcément retraités. C'est une faculté d'étendre les activités sociales aux anciens salariés. Ça n'est pas une obligation. Un CSE n'a pas le droit, n'a pas l'obligation d'aller donner des activités sociales à tous les retraités. C'est au CSE de le préciser, ce qu'ils comptent faire vis-à-vis d'eux. Souvent, il n'y a pas forcément de budget, donc c'est des montants très faibles, où les CSE ne financent qu'une ou deux activités pour les retraités. Bon, c'est facultatif, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc ça, c'est les ouvrants droit. Les ayants droit, c'est beaucoup plus complexe. Parce que les ayants droit, ils ne sont pas forcément clairement définis dans les textes. La famille, ça peut être très large. Donc, c'est au CSE de définir ces ayants droit. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Il faut définir les conjoints, il faut définir les enfants. Et aujourd'hui, les enfants, on a une grosse problématique avec les familles recomposées. La notion d'enfant, aujourd'hui, ce n'est pas la notion d'enfant filiation. Il y a eu des réponses du défenseur des droits qui se sont… voilà, il y a eu des réponses du défenseur des droits qui ont toujours été dans le même sens. Aujourd'hui, on considère que les enfants à prendre, c'est les enfants à charge. Donc, dans le cadre de familles recomposées, même si ce n'est pas les enfants du salarié, s'ils sont à charge dans le foyer fiscal, ils sont bénéficiaires des activités sociales. Donc, très important de bien définir et de bien préciser quel document va demander également le CSE, et là on rejoint aussi le RGPD tout à l'heure, pour justifier ces enfants. Le CSE doit clairement indiquer quelles activités sont ouvertes aux ayants droit, et vous pouvez prévoir, enfin ils peuvent prévoir des taux de subvention qui vont être différents entre ouvrant droit et ayant droit. Donc notre rôle, nous, d'experts comptables, sur cette définition des ouvrants droit et des ayants droit, elle est essentielle, à la fois pour les aider, mais après dans le contrôle qu'on va faire en fin d'année, pour les alerter. Tout à l'heure, on disait, on ne s'intéresse pas au budget, et souvent, on se rend compte en fin d'année que le CSE, il a mis en place de nouvelles activités, il a changé les règles des ouvrants droit, des ayants droit, il a fait de la proratisation, il a mis une nouvelle activité mais qui n'est pas ouverte à tout le monde, etc., etc. Donc, attention à ces règles qui doivent être clairement définies et surtout non discriminatoires. Je vois sur la condition d'ancienneté, il y a des questions. L'URSSAF aujourd'hui accepte qu'il y ait ce qu'on appelle une carence. Alors, ce n'est pas tout à fait une condition d'ancienneté parce que ça dépend mais c'est une carence dans l'accès aux activités sociales qui va maximum jusqu'à 6 mois. Mais attention, cette carence, il y a eu un jugement il n'y a pas très longtemps sur ce point, ne doit pas revenir à exclure toute une population d'ouvrants droit. Alors, c'est un petit peu problématique parce que souvent la carence, elle est faite notamment pour éviter que les stagiaires qui sont là une semaine, 15 jours, un mois, puissent avoir accès à toutes les activités. Donc après, il y a d'autres moyens pour limiter les activités des gens qui sont là peu de temps, c'est d'avoir des conditions pour accéder aux activités qui sont des conditions spécifiques. Les chèques vacances, on va faire une distribution de chèques vacances et il faut être là, par exemple, au 31 mars pour pouvoir bénéficier des chèques vacances. Il faut être présent à l'effectif au 31 mars. Les cadeaux Noël, c'est pareil. On va faire la distribution de bons Noël ou de cadeaux Noël et il faut être présent aux effectifs au 1er décembre, par exemple. Ça, c'est des conditions qui sont tout à fait acceptables. Vous pouvez aussi préconiser les activités qui, plutôt que ce sont des activités annuelles, vont être des activités qui vont être réparties sur le trimestre. Un CSE qui accorde une subvention sport de 600 € à l'année,
pourrait très bien dire, bah oui, mais nous, on accorde une subvention sport de 600 €, mais qui est consommable 150 € par trimestre. Et pour pouvoir consommer le trimestre, il faut être présent au premier jour du trimestre, par exemple. Ce qui permet de, sans avoir de règles discriminatoires sur le temps, permet de limiter l'accès aux activités sociales pour des salariés ou des ouvrants droit qui sont là que sur des périodes courtes. Alors, sur les stagiaires, il y a une question sur les stagiaires. Les stagiaires font partie des ouvrants droit aux activités. Oui, leur gratification ne rentre pas dans la masse salariale, mais encore une fois, c'est comme les salariés qui sont en suspension de contrat de travail. Ils n'ont pas de rémunération, pourtant, ils sont bénéficiaires de toutes les activités, et les stagiaires de toutes les activités, au même titre que les CDD ou les CDI. Un CSE ne peut pas dire ben pour les stagiaires, on va leur donner que 50 € de bons cadeaux, alors que les CDD ou les CDI, ils ont 100 €. Non, c'est discriminatoire. Et l'URSSAF, dans ce cas-là, redressera toute l'activité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas redresser juste la partie de nos stagiaires, mais ils vont redresser toute l'activité bons cadeaux Noël parce qu'elle est discriminatoire. Donc, il faut être très attentif à ça. Et aujourd'hui, les contrôleurs sont de plus en plus stricts sur ces règles de discrimination. Et vous a été mis des éléments de jugement. Oui, merci Gérard de nous avoir mis le dernier jugement, effectivement, sur la condition d'ancienneté. Hein. Voilà. C'est légal, mais il ne faut pas que ça vienne supprimer une catégorie de personnel. Il y avait une autre question, Xavier, qui a été posée, que j'essaie de retrouver, qui était plus sur les éléments de comment déterminer le budget, le taux des ASC à partir du moment où il n'y avait rien de défini sur les années antérieures. Alors, même s'il n'y a rien de défini, il y a quand même eu… Là, je pense qu'on se trouve dans la création du CSE. Quand l'entreprise passe le seuil de 50, que le CSE, du coup, est créé pour la première fois, effectivement, il n'y avait pas de taux défini ou d'ASC géré par le CSE antérieurement. Mais dans ce cas-là, on va aller voir qu'est-ce que l'employeur, lui, attribuait aux activités sociales, même en l'absence de CSE. Il peut y avoir un certain nombre de choses qui sont faites par l'employeur. Il fait un repas en fin d'année, il va aller organiser une activité ludique dans l'année pour ses salariés. Il va, voilà. C'est la définition du taux. Allez voir quelles ont été les dépenses qui ont été engagées l'année précédant la mise en place du CSE, qui va déterminer le taux minimum. Après, le reste, c'est de la négociation. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Non, il y avait encore la question de Gilles. Vous dites que les stagiaires ont droit aux activités du CSE, pour autant leur gratification ne rentre pas en compte dans la masse salariale pour le calcul des subventions. J'y ai répondu. Ça. Ouais. Du coup, on va attaquer un autre élément que les élus oublient un petit peu, on va dire, et qui fait partie pourtant de l'ensemble des obligations qui sont liées à la norme, que bien souvent, ça va être surtout l'expert comptable qui va s'en préoccuper et un peu moins les élus, mais qui pour autant est un élément obligatoire, c'est le tableau des transactions significatives. Alors, le tableau des transactions significatives, hein, c'est l'article L2325-47 du Code du travail, et il doit être fourni en annexe des comptes ou dans le rapport d'activité en fonction de la taille des CSE. Ce tableau doit présenter par budget les transactions significatives que le CSE a pu avoir sur l'année avec tel ou tel prestataire. Et donc, c'est un tableau qui va présenter le montant de la transaction, la raison de cette transaction, par exemple, voyage, gestion des activités sociales et culturelles. Donc, évidemment, là, le budget qui est concerné, le montant. Est-ce que c'est une convention ou un contrat qui est amené à se renouveler ou non? Donc, il y a tout un ensemble d'informations qui est présent dans le tableau des transactions significatives. Et c'est bien souvent nous, l'expert comptable,
qui allons rappeler aux élus que ce tableau, il est nécessaire, qu'il est obligatoire de par la loi, que nous, on doit l'intégrer dans l'annexe ou que eux doivent l'intégrer dans le rapport d'activité lorsqu'ils ne nous le sous-traitent pas, mais que pour faire tout ça, c'est à eux, élus, de décider du critère de significativité et que ce critère doit être voté par le bureau. Alors, ça peut être un montant fixe ou un pourcentage du budget ou de la subvention qui a été reçue. Personnellement, moi, je préfère quand c'est un pourcentage, mais dans tous les cas, il faut bien rappeler à l'ensemble des élus avec qui nous travaillons que c'est pas à l'expert comptable lorsqu'il est devant sa copie et qu'il est en train de sortir les comptes de décider du taux et de ce qui va faire que telle ou telle prestation va être significative ou non. C'est bien aux élus de le faire et qu'il doit y avoir un vote formel en bureau, évidemment avec un procès verbal par la suite qui doit nous être fourni pour pouvoir ensuite nous mener l'ensemble des diligences pour pouvoir enseigner l'annexe. C'est un document qui peut être très important parce que en réunion plénière, c'est souvent un document qui est lu par les élus de manière attentive. Et on va faire le lien avec ça, avec tout ce qui est commission des marchés, avec budget prévisionnel. Et c'est là où on voit que c'est un tout qui s'imbrique parfaitement bien, où on va voir que c'est toujours les mêmes fournisseurs qui vont revenir dans les transactions significatives. C'est toujours les mêmes structures qui peuvent revenir, donc ça va amener certains élus à s'interroger, mais attention, ces fournisseurs-là, ils sont dans les transactions significatives. Est-ce qu'ils sont bien passés par la commission des marchés quand la commission des marchés est obligatoire? Quand il n'y a pas de commission des marchés, est-ce bien normal que ça soit toujours les mêmes, etc., etc. Je vous cache pas que même nous, ça peut parfois nous mettre en difficulté lorsque c'est l'expert comptable qui apparaît dans les transactions significatives et vous avez toujours soit un membre de la direction, soit des élus qui sont amenés à nous faire soit sous le ton de la boutade, soit de manière un peu moins agréable, des commentaires sur nos honoraires. Ça m'est déjà arrivé, je pense que Xavier, ça t'est peut-être déjà arrivé aussi. Faut s'y préparer, il n'y a rien de gênant, on fait partie des transactions significatives sur le budget AEP à partir du moment où on représente une somme qui peut être conséquente, surtout dans des CSE qui n'ont pas l'habitude de faire des dépenses au niveau de leur budget AEP. Il ne faut pas avoir de problématique et de tabou par rapport à ça, mais il faut juste s'y préparer et ne pas oublier que ce document, il est transmis, il est visible par l'ensemble des élus. Je vous rappelle, on l'abordera tout à l'heure, hein, c'est transmis en amont, donc les élus, ils ont bien le temps de regarder, et donc il faut s'y préparer un petit peu. J'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des questions. Non. Non, il n'y a pas de questions. Si, il y avait sur le support. Bon, le support, oui, je crois qu'il sera fourni. La fourchette acceptable de pourcentage de la subvention, en général, alors, soit c'est le pourcentage de la subvention, soit c'est le pourcentage des charges, c'est à vous de voir. Et en général, on est sur des fourchettes autour de 5 à 10%. Ce qui est important, c'est que la fourchette ne vous amène pas à avoir soit un tableau dans lequel il y aurait que une ligne ou deux lignes, parce que c'est plus très intéressant, soit non plus un tableau dans lequel il y aurait 10 pages, parce que c'est pareil, ça va noyer les informations. Donc, il faut avoir une dizaine de prestations, on va dire, voilà, qui sont les prestations les plus importantes. Définir le taux, ça va être par rapport à ça, je pense. De même, au niveau, je dirais, de notre conseil, nos conseils et notre approche qu'on peut avoir au niveau des élus, il peut y avoir dans la gestion des AEP des formations qui peuvent être financées par le budget AEP. Et bien souvent, c'est soit des organismes de formation de certaines organisations syndicales ou certaines organisations syndicales qui font ces formations. En fonction des montants qui peuvent être accordés dans le cadre de ces formations, on peut se retrouver avec une ou plusieurs organisations syndicales qui apparaissent dans le tableau des transactions significatives en fonction des montants et en fonction du seuil de significativité qui a été décidé. Soyez vigilants par rapport à ça. C'est pas tabou de la même manière, mais ça peut amener, lorsque vous avez le nom d'une ou plusieurs organisations syndicales dans le cadre des transactions significatives, je pense que dans 90% des cas, vous aurez une question de la direction là-dessus. Et peut-être d'autres organisations syndicales qui ne sont pas forcément dans le tableau. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça et très pédagogues. Il faut bien penser à en parler à nos clients lorsque le nom de différentes structures syndicales peuvent apparaître au niveau des tableaux des transactions significatives. C'est pas souvent, ça m'est arrivé, mais il faut être vigilant par rapport à ça.
Alors, il nous reste 2 points. On va essayer d'aller rapidement parce qu'il ne nous reste pas longtemps. Les contributions volontaires en nature. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, seulement ça a évolué. Ça a évolué d'abord avec la réglementation du secteur non marchand de 2018-06 qui a inversé la pratique. La pratique antérieure était obligation de mentionner ces contributions volontaires en nature dans l'annexe et possibilité de les comptabiliser. Et d'ailleurs, c'est ce qui était marqué dans le règlement spécifique au CE. Donc, le règlement 2018-06 a inversé les choses, a dit obligation de comptabiliser et si impossibilité de comptabiliser, mentionner pourquoi et les mettre dans l'annexe. Mais le principe premier, c'est la comptabilisation. Ça nous pose un certain nombre de problèmes dans les CSE et on s'est battu avant la sortie des textes de l'ANC de 2021 spécifiques au CSE, parce que dans les contributions volontaires en nature dans les CSE, on a souvent des choses qui sont données par l'employeur et qui sont quelque part des compléments de subvention, mais qui sont disproportionnés ou qui pourraient être disproportionnés par rapport aux ressources du CSE. Quand vous avez un CSE qui est à la Défense et qui est logé dans des locaux à la Défense ou qui a une salle de sport à la Défense ou qui gère la restauration avec tous les locaux de la restauration, on se retrouverait avec des comptes de résultats de CSE avec des montants monstrueux, ne serait-ce que parce que les locaux sont mis à disposition, alors que voilà, ça n'aurait pas de raison. Enfin, ça déséquilibrerait complètement l'équilibre financier du CSE et la présentation des comptes. Donc, après avoir échangé longuement avec l'ANC avant la sortie des règlements de 2021, à la fois au niveau de la compagnie des commissaires aux comptes, mais également de l'ordre, on en est arrivé à la conclusion que pour les contributions reçues en nature de l'employeur, on ne mettait que celles qui n'étaient pas concernées par une obligation légale. Celles qui sont concernées par une obligation légale ne sont pas considérées comme des contributions volontaires en nature, d'abord parce qu'elles sont obligatoires pour l'employeur, donc on n'a plus le caractère volontaire de fait, et en plus parce que si l'employeur veut les retirer, il devra compenser. Donc, on n'est plus dans de la CVN. Ce qui veut dire que quand l'employeur va mettre à disposition des locaux, des biens, du personnel, etc., on ne les considère pas comme des contributions volontaires en nature. On les mentionne dans l'annexe, mais il n'y a pas l'obligation de les comptabiliser. Par contre, les autres contributions volontaires, elles, doivent être comptabilisées, alors même si elles sont beaucoup plus rares. Il peut y en avoir d'autres, ou il peut y avoir aussi des contributions volontaires qui sont données à des associations, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un point important et c'est à l'expert comptable de, avec le CSE, recenser ces moyens parce qu'on doit les faire apparaître dans l'annexe et éventuellement du coup les valoriser et les comptabiliser. On va terminer par le dernier point qui est l'arrêté et l'approbation des comptes. On va terminer par ça, puis on regardera les questions. J'ai vu qu'il y en avait, mais on va terminer les éléments. Pour rappel, donc c'est l'article 2315-68 du Code du travail qui rappelle que les comptes du CSE sont arrêtés selon des modalités prévues par le règlement intérieur et que c'est les membres élus du CSE désignés par lui et au sein des membres élus. Donc, il faut, comme premier contrôle, toujours s'assurer qu'au sein du règlement intérieur, il ait été prévu un organe qui permette l'arrêté des comptes, qui s'appelle bureau, qui s'appelle secrétariat, peu importe sa dénomination, et sur lequel aussi il est prévu une méthodologie et des procédures de procès-verbal. Au niveau de l'arrêté des comptes, le Code du travail précise bien que ce sont des membres. Et donc, il n'est pas possible que le trésorier seul puisse arrêter les comptes. Et dans tous les cas, de toute façon, en termes de responsabilité, ce n'est surtout pas conseillé. Au niveau de l'approbation des comptes, elle, par contre, elle doit avoir lieu lors d'une réunion plénière exceptionnelle et spécifique sur ce point. C'est l'article L2315-68 du Code du travail qui le rappelle. Autre élément, donc bien souvent, les élus... parce qu'avec les ordonnances Macron, ils ont de moins en moins de temps de délégation et souvent nous disent oui, mais faire une réunion plénière spécifique, c'est compliqué, etc. Ce qui est bon toujours de préconiser, c'est
d'accoler cette réunion plénière spécifique d'approbation des comptes avec une réunion ordinaire. Et il y a l'ouverture puis la fermeture de cette réunion plénière d'approbation des comptes, puis ensuite l'ouverture de la réunion ordinaire avec l'ensemble des autres éléments à l'ordre du jour. Pour rappel également, l'article R2315-37 rappelle que les comptes doivent être approuvés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, et que si ce délai ne peut pas être respecté, il est toujours possible de demander un délai complémentaire au niveau du tribunal d'instance, mais il faut que ce soit le CSE qui en fasse la demande. Enfin, il y a des délais aussi pour la communication des éléments, que l'instance en charge de l'arrêté des comptes, donc le bureau ou le secrétariat, doit communiquer les comptes annuels et l'ensemble des autres documents qui seront traités lors de la réunion plénière traitant de l'approbation des comptes, dans un délai de 3 jours avant la réunion plénière, 7 jours si les comptes sont consolidés. Donc ça, évidemment, ça va avoir un impact, nous, sur nos missions, pour qu'on puisse transmettre les éléments en temps et en heure, hein, qu'on soit expert comptable ou commissaire aux comptes. Surtout, il faut avoir la pédagogie suffisante au niveau de nos clients pour leur rappeler, quand on est en tenue de comptabilité, que lors de l'envoi des pièces comptables par eux, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent fixer la plénière juste la semaine d'après, qu'on va avoir un petit temps de traitement également, et que il est toujours bon de voir avec nous les dates d'arrêté et d'approbation des comptes pour qu'on puisse respecter ces délais, les délais de 6 mois et les délais légaux également par rapport à la communication des éléments. Alors, voilà. On a fini pour l'ensemble des éléments. Vincent, oui. Juste, je peux revenir sur le slide avant. Oui, bien sûr. Les 2 points importants. Le délai, il passe à 11 jours quand c'est un comité central. Bon. Ouais. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et puis, j'aimerais revenir sur un point qui est important parce que vous allez sûrement être confronté à des avocats, ou si vous allez voir dans la documentation Francis Lefebvre, sur la réunion plénière. Dans le Francis Lefebvre, il y a un certain nombre d'avocats du coup qui le disent que lors de cette réunion, ni l'employeur ni les représentants syndicaux ne peuvent participer à la réunion d'approbation des comptes. La loi vise uniquement les membres élus du comité. Ce principe a été confirmé par le rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale. Ça, ce qui est écrit dans le Francis Lefebvre. Seulement après analyse, si on regarde bien les textes, la loi déjà elle parle bien d'approbation en séance plénière. Alors, une séance plénière sans l'employeur et sans les représentants syndicaux, c'est plus une séance plénière, c'est juste une réunion d'élus. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand on va voir effectivement le texte du rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, il y a une coquille dans ce texte, puisqu'il est marqué que ni l'employeur ni les représentants syndicaux au comité ne participent au vote, mais ils sont bien présents à la réunion, ce qui n'est pas la même chose. Et en fait, il y a eu dans le texte, hein, on renvoie le texte du rapporteur de loi renvoie à un texte au-dessus, et il y a dû y avoir une coquille ou quelque chose, sauf que du coup, les avocats se sont engouffrés dans cette brèche, et le Francis Lefebvre le met également aujourd'hui, en disant « Non, mais vous, employeurs, vous n'avez pas besoin de participer à la réunion d'approbation des comptes, c'est marqué dans les textes. » Ce qui serait une aberration, puisque effectivement, comme le rappelait déjà tout à l'heure Vincent, c'est le président, l'employeur est quand même le président du CSE, donc qu'il n'ait pas la présentation des comptes, ne serait-ce que vis-à-vis de lui, ce ne serait pas normal. Voilà, donc on a aujourd'hui des avocats qui disent « Non, mais il n'y a pas besoin ». Alors sachez leur répondre qu'effectivement, c'est une coquille, mais qu'il faut que l'employeur et les représentants syndicaux soient présents. Sinon, du coup, on n'est plus en réunion plénière. Bien. Merci Xavier, merci Vincent de cet exposé très détaillé, au-delà d'ailleurs de ce qui s'affichait, puisque pour information, les supports vont vous être communiqués ultérieurement, mais vous avez pu non seulement au cours de votre exposé répondre aux questions qui se posaient, mais en plus apporter des compléments d'information par rapport aux aspects législatifs les plus récents. Je vous remercie au niveau des participants de votre attention. Je voudrais juste préciser quand même que ce rôle qui est le nôtre auprès des CSE mérite beaucoup de vigilance parce que nous avons une profession où il y a beaucoup de spécificités. Et quand un de nos confrères, quelquefois, accepte une mission sans bien connaître les spécificités de cette mission, s'il fait une erreur, il porte préjudice à l'ensemble de la profession et pas qu'à lui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons dans ces comités au niveau de nos instances, la raison pour laquelle nous faisons ces matinales pour porter de l'information à tous, parce que nous avons un rôle à jouer, clé, auprès de ces instances. Les dirigeants d'entreprise
quelquefois font passer des messages aux élus, mais quelquefois ils n'ont pas notre expertise et nous devons absolument essayer d'assurer notre rôle, sachant que nos missions d'experts comptables auprès des CSE dépassent largement le cadre de leur comptabilité, dépassent, vous savez, qu'ils peuvent être accompagnés pour d'autres missions et d'accompagnement dans les consultations annuelles lorsqu'il y a un plan social, et l'année 2023 risque d'en avoir quelques-uns. Donc, nous essayons d'apporter de la formation, mais chacun peut se documenter. Le Conseil national de l'ordre publie beaucoup de documentation aussi. Donc, vraiment, j'invite tous les confrères présents à se documenter, à se former, à nous poser des questions. Le groupe d'experts qui siègent dans nos comités ont une véritable expérience qui peut être utile à tout le monde. Donc, surtout, faites au mieux. Et si vous pouvez nous enrichir, parce que vous avez aussi, vous aussi d'expérience, venez rejoindre nos rangs au niveau du comité. Il y a de la place. Je précise simplement que les fonctions sont bénévoles, voilà. Mais l'avantage, c'est que les revenus ne sont pas imposables, hein, puisqu'ils sont en dessous au niveau de. Non, je plaisantais là-dessus, mais je ne plaisantais pas sur le fait de vous inviter à venir nous rejoindre. Voilà, on a besoin de compétences et c'est vraiment donner du sens au terme au mot de confraternité, c'est-à-dire de s'aider les uns les autres. Même si certains considèrent qu'on est en concurrence, globalement, vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Et en ce qui concerne les CSE, beaucoup d'entre eux, trop à mon avis, font eux-mêmes leur comptabilité, arrêtent leur compte eux-mêmes, et quelquefois, quand on est expert comptable d'entreprise ou commissaire aux comptes d'entreprise, quelquefois on voit des choses qui ne sont pas tout à fait nickel. Alors que nous avons obtenu, grâce à nos confrères, à ceux qui bossent avec nous dans les comités, qu'il y ait une mission obligatoire maintenant pour les élus, pour les experts comptables, de présentation des comptes. Pour les CSE, les plus nombreux, je ne parle pas de ceux qui ont un budget de 450 €, mais pour la grande masse des CSE, il y a une mission de présentation qui est obligatoire. Mais encore faut-il que nous-mêmes, les experts comptables, nous soyons bien formés par rapport à ça, parce qu'au-delà des comptes à vérifier, au-delà de ce qui a été indiqué pour la séparation des budgets, des séparations des budgets et des comptes de résultats, on est appelé à donner beaucoup de conseils aux élus qui ont besoin de ces conseils. Et comme l'indiquaient à la fin Xavier et Vincent, on voit même que quelquefois des avocats donnent des informations pas tout à fait correctes aux élus, notamment, on l'a dit à la fin, pour la présence à la réunion d'arrêté des comptes, où certains disent au président qu'il ne doit pas être présent. Or, le principe même d'une réunion de CSE, c'est qu'il faut un président, et que le président, ce n'est pas le secrétaire du CSE, même s'il n'a pas le droit de vote. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous avons un vrai rôle à jouer. Et je tiens à remercier, au nom de tous les auditeurs et spectateurs ce matin qui sont connectés, Xavier Dupuis et Vincent Ouzoulias, parce que pour présenter ce qu'on fait ce matin en 1h30, il faut dire que c'est un exploit, parce qu'il y a beaucoup de matière et que 1h30 de présentation, c'est beaucoup d'heures de préparation. Donc, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Vincent, de votre fidélité, de votre implication, de votre engagement au service de notre profession. On est fiers d'avoir des confrères comme vous, vraiment, qui font un super boulot. Et ceux qui nous écoutent peuvent être ravis aussi de voir que des confrères comme Xavier et Vincent mouillent la chemise pour la profession. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous pouvez mouiller un peu la chemise en donnant un peu de votre temps au service de nos confrères. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt pour la prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc, au revoir. Bye, au revoir.